Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner envie de découvrir ou de redécouvrir un magnifique thriller, Fenêtre sur cour. C'est parfait comme choix. C'est un vrai classique du cinéma. Ah oui, ça c'est certain. D'ailleurs, ce film est tiré d'une nouvelle et l'histoire est devenue tellement culte que sa trame a inspiré et inspire encore de nombreux réalisateurs au cinéma, avec notamment Le Crime du troisième étage, sorti là en France il y a quelques semaines, La femme à la fenêtre, Paranoïaque ou bien encore Body Double. Mais son influence ne se limite pas au cinéma parce qu'il y a aussi la télévision. Vous voulez rire? Et non, et je vous donne quelques références si vous voulez voir ce que ça donne. On a par exemple Castle, Les Simpsons, Monk ou, pour les gens de ma génération, Alf. C'est très bien. Donc c'est vraiment un super film que je te conseille vivement de regarder. Je te préviens quand même qu'au premier visionnage, il y a de grandes chances que tu vois une intrigue policière avec un début un petit peu long. Qu'est-ce qui vous prend? Non mais attends, en réalité tu rates pas mal de choses qui t'apparaissent qu'au second visionnage et le début du film devient alors bien plus intéressant. C'est normal. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner des éléments qui ne sautent pas aux yeux au premier visionnage. Si tu n'as jamais vu le film et que tu avais pour projet de le regarder, mon conseil, ce serait quand même de garder la spontanéité du premier visionnage et de stopper la vidéo ici. Non mais moins de 1 minute et tu dis déjà aux gens de partir, mais t'es vraiment le pire youtubeur du monde, mon pauvre. Un peu de bon sens. J'essaie juste d'être honnête. En tout cas, bien évidemment, rien ne t'empêche de revenir voir cette vidéo une fois que tu auras vu le film. Pourquoi pas? Si t'es resté, on y va. La nouvelle originale, c'est une intrigue policière et généralement, quand tu regardes le film pour la première fois, tu t'arrêtes à ça. Alors que, en réalité, il est composé de 3 thèmes qui s'entremêlent, le voyeurisme, la relation amoureuse et l'intrigue policière. Bien sûr, on va détailler tout ça. C'est parfait. Mais avant tout ça, on va se faire une petite fiche technique. Ah, bon, tu l'as fait plus tard d'habitude. Oui, alors là, je structure un peu différemment, mais c'est pour que ce soit plus clair. Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez? À la réalisation, Alfred Hitchcock. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? A priori non, mais on va quand même faire un petit tour rapide du bonhomme. Hitchcock est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands, voire le plus grand réalisateur du cinéma. C'est lui qui a posé presque toutes les bases techniques du cinéma moderne, mais je peux pas trop m'étaler dessus parce que sinon la vidéo durerait 3 heures, c'est pas le but. Dommage. Et il était surnommé le maître du suspense. Et oui, c'est parce que c'est lui qui a théorisé la différence entre la surprise et le suspense. Explique. C'est très simple en fait. La surprise, c'est montrer un restaurant avec une bombe qui explose. Le spectateur, il s'y attend pas, il est surpris 15 secondes et puis le film repart. Le suspense, c'est le fait de montrer le terroriste, il est 12h45 et règle la bombe sur 13h. Ensuite, tu montres un couple qui est en train de déjeuner, tu fais un zoom sur la montre, il est 12h47. Ensuite, tu vas dans les cuisines, tu vois le chef en train de travailler, tu fais un zoom sur l'horloge, il est 12h49. Et comme ça, le spectateur, il sait que la bombe va exploser. Et pendant les 15 minutes qui attendent l'explosion, il va monter en tension. Eh bien, félicitations. Sinon, Alfred Hitchcock, il est devenu aussi très connu du grand public grâce à 2 programmes télé absolument cultes, The Alfred Hitchcock Hour et Alfred Hitchcock Présente avec le générique absolument cultissime. Si comme moi, tu as plus de 40 ans, tu dois forcément déjà avoir entendu ce générique, ne serait-ce que quand tu étais gamin. Très rapidement, Alfred Hitchcock Présente, c'était 268 courts-métrages de 26 minutes, dont le thème commun est le suspense. Au début de chaque épisode, Hitchcock apparaissait dans un décor ou avec un accessoire généralement lié au thème de l'épisode. C'est comme toi avec ton image de fond et la musique. Ah oui, tout à fait, j'ai rien inventé. Oh, je me réfère à Sylviane. Et donc ensuite, il s'adresse directement au spectateur pour introduire le film. Good evening. Do you believe in ghosts? Ici, par exemple, l'épisode, c'est la chaise de banco. Ça parle évidemment d'un fantôme, et là, le but, c'est de faire avouer un meurtre. Ou pas. Pour une fois, c'est pas moi qui spoil. Ensuite, Hitchcock, il revenait souvent au milieu de l'épisode pour annoncer la coupure pub. En se moquant bien des annonceurs. Et oui, parce qu'il savait que c'était hyper relou ces putains de pubs au milieu des films, mais du coup, lui, il faisait en sorte que ce soit le moins désagréable possible. Dieu vous bénisse. Et puis, il revenait une dernière fois après le film pour le mot de la fin. Tiens, d'ailleurs, fun fact, la censure à l'époque, elle permettait pas à un criminel de s'en sortir. Donc, quand dans le film, c'était le cas, Hitchcock, il devait revenir à la fin et préciser que le coupable avait été arrêté plus tôt. Oui, et évidemment, il faisait ça avec tout l'humour noir qui le caractérisait. Évidemment. Et The Alfred Hitchcock Hour, c'était grosso modo pareil, mais en 93 épisodes, format moyen métrage de 50 minutes. Et il y a eu du beau monde. Oui, à la réalisation déjà. Hitchcock, il en a fait quelques-uns, mais il y a eu beaucoup de réalisateurs qui se sont succédés, avec par exemple de grands noms comme Robert Altman, William Friedkin ou Sidney Pollack. Idem pour les acteurs, on a retrouvé par exemple Steve McQueen, Robert Redford, Roger Moore, Charles Bronson, Bette Davis, Burt Reynolds, Leslie Nielsen, William Shatner ou bien encore Elizabeth Montgomery. Le programme, il a aussi cartonné partout dans le monde, dans les années 50, mais il a aussi été largement rediffusé, notamment en France dans les années 80 et 90, où je l'ai personnellement découvert. Ça te rajeunit pas, mon vieux. Sans commentaire. Au cinéma, Hitchcock, il fera 53 films, 23 majoritairement muets en Angleterre, son pays de naissance. Ah, il n'était pas américain. Alors si, mais en fait, il est né anglais.
Avant la Seconde Guerre mondiale, il part aux États-Unis où il prend la nationalité américaine. Là-bas, il fera 30 films, dont évidemment ses plus grands chefs-d'œuvre. On peut citer La mort aux trousses, Les oiseaux, Sueur froide, mais on pourrait quasiment tous les citer. Vous avez un grand talent. Au scénario, John Michael Hayes. Le film, comme je te le disais, est inspiré d'une nouvelle de William Irish qui se concentrait sur l'intrigue policière. D'ailleurs, le protagoniste vivait seul avec son majordome. Hayes, il va apporter tout l'aspect relationnel. Pour ça, il va développer une petite amie Lisa et développer aussi tous les voisins qui étaient peu détaillés dans la nouvelle initiale. Où prend-il l'inspiration? Je sais pas, mais c'est une rudement bonne idée. Hayes, il va travailler en tout sur 14 films, dont 3 autres pour Hitchcock, La main au collet, Mais qui a tué Harry et L'homme qui en savait trop. Mais parmi son travail, on peut aussi citer Peyton Place, qui lui vaudra une nomination à l'Oscar du meilleur scénario. Qu'en dites-vous? Oh ben moi, évidemment, je dis bravo à la musique Franz Waxman. Dans ce film, la musique, elle est un peu particulière parce que Hitchcock, il voulait un rendu ultra réaliste. Donc en fait, tout ce que tu vas entendre, c'est les sons que Jeff peut entendre de son appartement. Une radio, les voisins, le son du pianiste qui est en train de travailler son morceau. Mais toutes composées par Waxman, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, même la musique dans la radio. En fait, Waxman, il a fait un énorme travail, mais il est quasiment invisible. Waxman, par contre, c'est pas n'importe qui, c'est même un géant d'Hollywood de cette période. Avant ce film, il avait déjà remporté 2 Oscars pour Boulevard du Crépuscule et Une place au soleil, et il sera en tout nommé 12 fois. Et je suis fier de toi. Au casting, James Stewart. Si t'es jeune, à la limite, tu connais pas forcément très bien cet acteur, mais c'est un des monstres d'Hollywood. En 1954, c'était même l'acteur ayant gagné le plus d'argent grâce au cinéma. Et c'est un précurseur du business moderne, car c'est un des premiers à ne pas avoir pris de salaire, mais avoir négocié un pourcentage sur les bénéfices du film. Oui, et c'est d'ailleurs le cas avec Fenêtre sur cour. Et vu le carton mondial du film, ça va lui rapporter une petite fortune. Mais c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Ah bah oui, je comprends bien, tu m'étonnes. Parmi sa filmographie, j'en prends 3, mais on pourrait en citer beaucoup plus. On va prendre Monsieur Smith au Sénat. Pas son plus connu. Non, effectivement, mais c'est ce film qui fait de lui une superstar et qui lui vaut sa première nomination aux Oscars. On a aussi Sueur froide, par exemple, Encore de Hitchcock. évidemment, ou L'homme qui tua Liberty Valance. Dans le film, on retrouve aussi Grace Kelly. C'est une très belle jeune fille. Ah bah ça c'est certain, mais c'est surtout la future princesse de Monaco. Avant ça, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une actrice star des années 50. Parmi ses films les plus connus, 3 de Hitchcock, Fenêtre sur cour évidemment, Le crime était presque parfait et La main au collet. On pourrait aussi citer Une fille de province, qui est beaucoup moins connue, mais qui lui rapporte quand même l'Oscar de la meilleure actrice. Et puis après. Pour la faire très courte, c'est une star donc quand elle vient à Cannes pour le festival en 1955. Elle y rencontre le prince régnier de Monaco. Ils vont tomber amoureux, se marier, ce qui mettra fin à sa carrière après seulement 12 films. C'est le destin. Et oui, à l'époque, la princesse de Monaco ne pouvait absolument pas être actrice. Hitchcock a bien essayé de la faire revenir à l'écran, mais malheureusement en vain. Malheureusement non. Au casting, on retrouve aussi Thelma Ritter. Elle est moins connue du grand public parce qu'elle a rarement le rôle principal, mais ce n'en est pas moins une superbe actrice qui détient d'ailleurs un record aux Oscars qui, je pense, ne sera jamais battu. Voyez-vous ça? Accroche-toi bien, elle a été nommée 4 ans d'affilée pour l'Oscar du meilleur second rôle en 51, 52, 53 et 54. Elle sera nommée 2 fois de plus, toujours dans la même catégorie. Malheureusement, elle ne gagnera jamais. Un drame. Elle doit bien avoir les boules. Ouais, j'admets, c'est grave les boules. Et enfin, on retrouve Wendell Corey, qui, comme Thelma Ritter, est plutôt un acteur de second rôle. Il a joué dans 32 films, dont La furie du désert, Amour frénétique ou L'homme à la carabine. Nous avons progressé, à mon avis. Oui, et maintenant, on va pouvoir parler de la construction du film, avec les fameux éléments qui n'apparaissent pas forcément immédiatement. Tu as encore la possibilité de stopper la vidéo ici pour garder le plaisir du premier visionnage. Si tu es toujours là, on commence, bien évidemment, par la réalisation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais Hitchcock, il a créé plusieurs techniques au cinéma. Ici, par exemple, le film est tourné en plan subjectif. C'est-à-dire que pour une bonne partie du film, ce que voit la caméra est en fait ce que voit l'œil de Jeff. Jeff étant un voyeur, toi derrière ton écran, tu deviens aussi un voyeur. Ensuite, Hitchcock utilise un effet qu'il n'a pas créé, mais qui est hyper intéressant, l'effet couler cheveux. Quoi? Non, alors ça c'est vraiment incroyable, je vais t'expliquer. Quand Jeff regarde ses voisins, la majorité des plans sont faits de la manière suivante. En 1, on a le visage de Jeff avec une expression neutre. En 2, on te montre ce qu'il regarde. Une jolie fille, un couple qui s'engueule, un chien mort. Et en 3, on revient sur le visage de Jeff, mais dont l'expression n'a quasiment pas changé. Par contre, toi, tu vas lire sur son visage en 3 une émotion qui vient de ce que tu as ressenti de la scène qu'on t'a montré en 2. Je ne le crois pas. Et c'est pourtant vrai. Je te donne un exemple. Voici la tête de Jeff en 1. Ensuite, il va regarder une de ses voisines qui vit seule et qui s'invente un homme imaginaire. Bon, évidemment, j'accélère. Voici la tête qu'il va faire en 3.
L'expression de James Stewart, elle a quasiment pas changé, mais toi, tu vas y lire la tristesse parce que ce que tu viens de voir, c'était triste. C'est là qu'il s'est montré très malin. Pour te montrer d'autres exemples, voici sa tête quand il regarde une jeune voisine en lingerie, des jeunes mariés qui s'embrassent, un couple qui s'engueule, la fameuse voisine qui s'invente un homme imaginaire, ou un chien mort par exemple. Le visage de Stewart, en fait, il bouge quasiment pas, donc l'émotion ne naît pas de la performance de l'acteur, mais elle provient de ce que toi, tu as ressenti en voyant la deuxième scène. Comment pouvez-vous le savoir? Et oui, c'est parce que c'est ça l'effet Kuleshov. C'est le fait de manipuler notre interprétation par le biais du montage, sans qu'on s'en rende compte, et c'est bien évidemment toujours largement utilisé au cinéma actuellement. Ouais, c'est dingue. Autre chose? Oui, parfaitement. Oui, pour la musique. Déjà, comme je te l'ai dit, tous les sons que tu entends sont ceux que Jeff entend. Donc, techniquement, pour un rendu hyper réaliste, en fait, des micros ont été placés à différentes distances pour avoir un effet de profondeur de son. Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Toujours dans la musique, écoute bien le morceau du pianiste. En fait, il suit l'état de la relation entre Jeff et Lisa. Au début du film, c'est imprécis et désordonné, comme leur couple. Puis, au fur et à mesure que leur relation se développe, la chanson devient de plus en plus harmonieuse et la chanson n'est achevée à la fin que quand Jeff et Lisa finissent ensemble. On a bien fait le tour là, non? Pas encore. Il faut aussi bien évidemment parler des personnages. Ici, James Stewart joue Jeff, c'est un grand reporter bloqué chez lui à cause d'un plâtre. Grace Kelly joue Lisa, une fille de bonne famille qui travaille dans la mode. Lisa aime Jeff et souhaiterait se marier avec, mais Jeff est un personnage profondément égoïste. Son refus du compromis est une forme de supériorité masculine mal placée. Il voit le mariage comme une forme de castration et repousse donc cette idée. Si vous êtes ainsi avec moi, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez me cacher. Le film se déroule dans un immeuble en carré avec une petite cour au centre de ce type. Jeff va se mettre à observer ses voisins pour s'occuper et leur donner des surnoms. Mais ces fameux voisins ne sont pas choisis au hasard. Comment le savez-vous? Oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un des aspects que tu ne vois généralement pas au premier visionnage. Mais oui, tous les voisins sont une projection de Jeff, Lisa et leur relation, mais on va détailler tout ça. Merci, mais dépêche-toi, veux-tu? Allez, si tu veux, déjà il y a 3 célibataires. On va commencer par Miss Torso. Le surnom est choisi parce que c'est une danseuse qui passe beaucoup de temps à s'étirer et danser. Elle attire l'œil parce qu'elle est jeune, elle est belle et elle est souvent en sous-vêtements ou en tenue légère. Elle représente pour Jeff une sorte de double de Lisa parce qu'elle est jeune et elle est belle. Durant tout le film, il pense qu'elle ne cherche qu'à attirer des admirateurs pour à la fin choisir le meilleur parti. Et il craint que Lisa soit comme ça. Et oui, c'est exactement ça. Il y a aussi Miss Cœur Solitaire. Oh bah là, le surnom parle de lui-même. Effectivement, c'est la femme dont je te parlais tout à l'heure, qui vit seule et qui s'invente un homme imaginaire pour combler ce vide. Pour Jeff, c'est évidemment un avenir potentiel pour lui, parce qu'il souhaite pas se marier. Il y a ensuite le compositeur. Le surnom est bien sûr lié à son métier, c'est le fameux pianiste dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui travaille depuis chez lui et qui n'arrive pas à composer pendant tout le début du film. Pour Jeff, en fait, qui est un grand reporter, c'est le symbole de ce qui arrive quand on est enfermé. On tourne en rond et on n'arrive à rien. Et pour Lisa, du coup? Et ben, en fait, Lisa voudrait que Jeff s'installe dans un studio pour faire des photos de mode, plutôt que du grand reportage dangereux. Et donc, Jeff s'identifie au compositeur et craint, en épousant Lisa, de devenir un artiste bloqué entre 4 murs sans inspiration. Si vous ne cessez pas, je m'en vais. Eh, tu devrais bien, mais bon. Passons au couple désormais, et commençons par le couple au chien. Et il a pas de surnom, lui? Non, pour Jeff, c'est la vision du quotidien domestique banal. Il représente la routine, une vie sans absolument rien d'excitant, et c'est d'ailleurs parce qu'il ne lui inspire tellement rien que Jeff ne s'embête même pas à leur trouver un surnom. On a ensuite les jeunes mariés. Ils apparaissent au tout début, mariés et heureux. Leur appartement au début du film n'est jamais visible car leur store est toujours baissé. C'est évidemment l'idéal de vie que Lisa essaye de vendre à Jeff, le mariage, l'intimité, la passion et le nouveau départ. Mais quand Jeff voit ce store baisser, ça lui évoque plutôt l'enfermement du mariage. D'ailleurs, très cyniquement, Hitchcock va lui donner raison, parce qu'à chaque fois que Jeff verra le store ouvert, c'est parce que le mari est à la fenêtre et il doit le baisser parce que sa femme l'appelle. Évidemment, pour Jeff, c'est le symbole que la femme empêche tout le temps l'homme de voir l'extérieur. Au fond, je crois que vous avez raison. Et enfin, il y a les Torwald. Eux, on connaît leur nom. Oui, parce que l'enquête va porter sur eux, donc Jeff va chercher leur nom. D'ailleurs, le prénom du mari, c'est Lars. Retiens-le parce que je vais souvent l'utiliser par la suite. Donc, le mari se déplace souvent pour son travail. Comme Jeff. Et oui, et sa femme est malade et nécessite son attention, et ils passent leur temps à s'engueuler.
Pourquoi? Bah oui, pourquoi ils s'engueulent? Alors il y a deux motifs, il y a l'argent et une suspicion d'infidélité. Bah, Jeff, il a évidemment peur de devenir Lars, un homme qui sacrifie sa carrière de terrain pour satisfaire son épouse. Et il voit en Lars un homme castré par les exigences de sa femme. Et tu parles pas de la sculptrice? Alors non, déjà parce qu'elle n'a aucun lien avec la trame directe, et parce que je trouve que le personnage, il est vraiment hyper abstrait. Il n'a pas l'air de ta fameux détective. Bah, c'est pas très gentil ça. Alors elle a un petit handicap auditif, pour faire une sorte de parallèle avec le pied dans le plat de Jeff, et elle serait là pour montrer qu'on peut s'occuper en créant plutôt qu'en espionnant. Et la théorie de la sculpture? Je ne peux rien affirmer. Honnêtement, j'ai dû vérifier sur internet parce que pour moi, c'était vraiment pas clair. Les sculptures, elles seraient là pour faire penser à des membres humains. Le but, c'est de préparer inconsciemment l'œil du spectateur à imaginer Madame Thorwald qui a été découpée en morceaux. Mais honnêtement, pour voir dans les statues des images de membres humains, à mon humble avis, il faut quand même avoir l'esprit un peu particulier. J'en sais rien. Maintenant, tu l'auras peut-être compris, en fait, Jeff ne regarde pas ses voisins pour les connaître, mais pour y trouver des raisons de ne pas épouser Lisa. Ça y est, on va pouvoir dérouler le film? Oui, alors avant, juste un dernier point. Je le savais. Je l'ai dit au départ, mais le film repose sur 3 thèmes, le voyeurisme, la relation amoureuse et l'intrigue policière. Et les 3 thèmes sont indissociables, car la relation amoureuse justifie le voyeurisme. Et oui, Jeff utilise la vie de ses voisins pour justifier ses propres doutes sur le mariage. Vous ne voulez pas me dire toute la vérité. Avouez-le. Le voyeurisme nourrit bien évidemment l'enquête policière parce que sans lui, le crime n'est jamais découvert. Parce que tout ce que fait cet individu depuis hier est suspect. Et bien évidemment, l'enquête policière sauve la relation amoureuse parce que Jeff va tomber réellement amoureux de Lisa quand elle va s'impliquer dans l'enquête. Entendu. C'est votre opinion, vous avez le droit de l'avoir. Allez, cette fois, je pense que je t'ai donné assez d'infos. On va pouvoir dérouler le film qui commence assez logiquement par nous présenter la fameuse fenêtre qui donne sur la fameuse cour. Bon, évidemment, j'ai accéléré un peu, mais on voit quand même que c'est hyper grand. D'ailleurs, c'était le plus grand décor intérieur jamais construit dans les studios de la Paramount. C'était l'équivalent de 5 ou 6 étages, avec 31 appartements visibles, dont 12 complètement meublés et équipés en eau et électricité. C'est vraiment très beau. Oui, et c'est un vrai défi technique pour l'époque. On découvre ensuite Jeff en train de transpirer à grosses gouttes et un gros plan sur un thermomètre qui indique 94 degrés Fahrenheit. Soit environ 34 degrés Celsius. Oui, et ici Hitchcock il te dit « Mon film se déroule dans un immeuble avec une cour intérieure durant un été très chaud. » Et pourquoi ça? Évidemment parce que cette chaleur justifiait le fait que les fenêtres soient ouvertes en permanence le jour et la nuit. Si c'était en hiver, fenêtres fermées, pas de film. C'est vraiment très drôle. Donc comme je te l'ai déjà expliqué, Jeff il est bloqué à cause d'un plâtre. 2 gros plans sur des appareils photo dont un qui est bien brisé, plus plein de photos sur le mur, nous font comprendre qu'il s'est blessé au taf parce que c'est ce qu'on appelle un grand reporter. Un homme de terrain, quoi. Je n'ai rien à vous cacher. Et oui, son boss qui n'a pas l'air de capter grand-chose l'appelle pour lui annoncer qu'il vient de rater un beau reportage. Cette conversation nous permet surtout de découvrir qu'il s'ennuie ferme, qu'il est célibataire et qu'il habite dans un quartier résidentiel et populaire. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit de Greenwich Village à New York. Oh, bah tu parles d'un quartier populaire, toi? Oui, mais il faut remettre dans l'époque, en 1955, le mètre carré, enfin que j'ai converti, parce qu'aux US, il n'y a pas de système métrique, c'est en gros 130 $ le mètre carré en 1955. Et en 2026, accroche-toi bien, on est à 18 000 $ le mètre carré. Bordel, si seulement j'avais accès à une DeLorean. Ah oui, tu m'étonnes. Bref, pour revenir au film, notre Jeff, il est bloqué chez lui depuis 6 semaines, encore pour une bonne semaine, et vu qu'il s'emmerde grave, pour s'occuper, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir observer les autres, et en l'occurrence ici ses voisins. Je ne fais pas ça, c'est idiot. Oui, mais tu vas le faire quand même. On découvre ensuite Thelma Ritter qui interprète Stella, son infirmière. Cette scène va permettre de conclure avec le contexte en apprenant que Jeff fréquente Lisa, donc comme je te l'ai dit, une petite fille riche qui bosse dans la mode, et comme je te l'ai expliqué aussi, elle voudrait se marier avec Jeff, mais lui ne veut. Cela n'a aucun sens. Je suis bien d'accord. On découvre aussi dans cette scène que Jeff est devenu un peu accro au fait d'observer ses voisins. Il est gentiment en train de passer du stade d'observateur à voyeur. Et Stella, durant toute la première partie du film, ce sera la voix de la raison. Dans l'État de New York, les voyeurs sont punis de 6 mois de prison. Jeff, qui s'est assoupi, va être réveillé par Lisa. On découvre qu'elle est vraiment très attentionnée pour lui, mais que lui est plutôt froid. Oh bah il passe la moitié de son temps à tirer la tronche, c'est bien ça pour dire et toi. Bon, c'est pas très sympa, mais effectivement, on se demande vraiment ce qu'elle lui trouve. C'est marrant parce que je me pose souvent la même question pour ta compagne. Je n'aime pas ce genre de spectacle. Elle a raison, revenons au film. Comme je l'ai expliqué, pour que Jeff prenne moins de risques, Lisa voudrait qu'il s'installe dans un studio afin de travailler dans la mode. En plus, comme ça,
mariage et vie. Mais le Jeff, il est pas très chaud. Et ben non, le Jeff, il se voit comme un aventurier et il veut pas faire de compromis. En fait, il veut pas rentrer dans le monde de Lisa et il voit sa proposition comme une forme de castration. Vous êtes obligé d'employer ce mot-là, hein? Oui, non, c'est clairement le bon terme et d'ailleurs, ça se sent très bien dans les dialogues. Jeff, il est souvent cassant et ironique. Oui, c'est pas faux. Et puis, la conversation finit par l'emmerder et du coup, il change de sujet. Si nous parlions un peu d'autre chose, qu'en dites-vous? Bon, Lisa fait la gueule aussi et elle part s'occuper du repas. Pendant ce temps, Jeff fait ce qu'il sait faire de mieux, un petit peu d'observation. Je t'ai déjà présenté tous les voisins, donc on va pas s'attarder dessus. On va se focaliser uniquement sur les moments importants. Quand Lisa revient, Jeff, il est sur Miss Cœur Solitaire, qui est en train de dîner avec son homme invisible, et elle tombe à cinglot quand elle revient à la réalité de sa solitude. Au fond de lui, Jeff sait très bien qu'elle représente le prix à payer pour l'indépendance totale qu'il réclame. Ce serait commettre une folie. Oui, et d'ailleurs, il regarde Lisa en disant « ça ne nous arrivera jamais ». Mais en fait, il dit ça juste pour se rassurer. Et Lisa, elle en dit quoi? En fait, Lisa, elle lui demande s'il voit son appartement de sa fenêtre. Hein? Bah oui, ils vivent pas dans le même quartier, c'est un peu con comme question. Oui, mais c'est pas du tout du premier degré. En fait, ça veut dire, plutôt que de regarder la vie d'inconnu par la fenêtre, tu ferais mieux de t'intéresser à moi qui suis présente à côté de toi, mais de manière élégante. Elle est chic, c'est vrai. Dans sa gueule au Jeff. Oui, et d'ailleurs, il va immédiatement changer de sujet et passer à l'appartement de Miss Torso, qui en l'occurrence reçoit 3 hommes. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, Jeff, il fait un parallèle entre Lisa et Miss Torso. Quand Miss Torso, elle va se faire embrasser, un petit peu de force d'ailleurs, par l'un des invités, Jeff va en déduire qu'elle a naturellement choisi l'homme le plus riche. Pourquoi? En fait, Jeff, il exprime à Lisa par ses mots la peur qu'elle finisse par le quitter pour un homme de son rang social. Mais Lisa, elle a bien capté l'allusion. Comment pouvez-vous le savoir? Parce qu'elle lui répond que Miss Torso n'aime aucun de ces 3 hommes. Jeff lui demande alors logiquement comment elle le sait. Il va encore se faire moucher, lui. Et oui, elle va reprendre le parallèle avec son appartement pour lui dire, en gros, si Miss Torso était amoureuse de l'un de ces 3 hommes, il n'y aurait pas les 2 autres, elle serait toute seule avec lui. Exactement comme moi, je suis en train de le faire en ce moment même avec toi. Elle pourrait rajouter abruti. Ça jetterait un froid. Et oui, et c'est pour ça qu'elle le fait pas. Par contre, nous, devant notre écran, on se le dit bien quand même. Elle lui dit aussi, en gros, tu regardes les gens sur leur apparence sans chercher à les comprendre, et du coup, tu ne les comprends pas. Sous-entendu, comme tu fais avec moi, quoi. Abruti. Eh ben non, elle le dit toujours pas, mais nous, on se le dit bien par contre. Pas officiellement non plus. Ah non, mais crois-moi, tout le monde le pense devant sa télé. On va ensuite passer au Torwald avec Lars, qui apporte un petit repas au lit avec une belle petite fleur à sa femme, et qui en plus remet son coussin pour qu'elle soit bien. Mais ça va quand même finir en engueulade. Oui, alors de toute façon dans le film, à chaque fois que tu verras le couple Torwald, ils seront toujours en train de s'engueuler, ce sera toujours une ambiance dégueulasse. Sinon, tu le sais sans doute, mais Hitchcock fait toujours un caméo dans ses films, et bien ici, c'est durant le tour de la cour que tu vas le voir chez le compositeur en maître du temps. D'ailleurs, tiens, au début, ses apparitions, c'était pour combler le manque de figurants, et après, c'est devenu un jeu pour lui. Anecdote intéressante, l'espionnage du compositeur permet à Jeff de claquer une petite remarque cinglante. Il vit tout seul. Probablement a-t-il fait un mariage malheureux. Lisa essaie bien de créer un moment romantique, mais Jeff lui répond toujours avec sarcasme. Va s'en suivre une petite engueulade. Si on résume, Jeff dit à Lisa qu'elle ne pourrait pas le suivre dans son monde. Quand elle argumente qu'elle est prête à essayer et qu'elle peut s'adapter, et ben le Jeff, au lieu d'être content, il va surenchérir. Oh là, on peut le traiter d'abruti quand même. Pas dans ces conditions-là. Et oui, elle est amoureuse, la Lisa. Par contre, pour Jeff, si Lisa s'adapte, il perd son excuse principale pour ne pas se marier. Donc en fait, il cherche juste à s'auto-persuader que son point de vue reste le bon. Ah c'est juste une scène d'engueulade, quoi. Je ne crois pas. Pas seulement, c'est aussi la scène qui va introduire le nouveau chapitre. Donc Lisa s'en va, laissant Jeff tout seul repartir dans son voyeurisme qui, on le sent bien, est en train de s'amplifier. Il va s'assoupir et être réveillé par la pluie. Directement, il regarde par la fenêtre et il tombe sur Lars qui est en train de faire des allers-retours dans la nuit sous la pluie. Il lutte pour essayer de rester éveillé, mais finit de nouveau par s'endormir. Le lendemain, Stella vient de nouveau chez lui pour s'occuper de lui et le confronte à la réalité. Vous savez, dans le temps, aux voyeurs, on brûlait les yeux avec une barre chauffée à blanc. Mais il s'en fout. Oui, effectivement, il écoute à peine pour se jeter sur la fenêtre dès que possible, et c'est ici que va commencer, entre guillemets, l'enquête. Et vu qu'il voit pas Madame Torwald à la fenêtre le matin, pour lui, il n'y a qu'une seule explication possible. Lars a tué sa femme. Mais concrètement, il a juste vu un voisin faire des trajets pendant la nuit, donc il n'y a rien en fait. S'il y a quelque chose, j'ai tout observé. Au stade de voyeurisme de Jeff, la vie ordinaire de ses voisins ne lui suffit plus, et pour le combler, il va chercher plus d'excitation. En plus, il s'auto-persuade qu'un mariage ne peut pas finir bien, donc pour lui, quand Lars sort la nuit et le lendemain la chambre reste fermée, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Non, il y a du bon sens là-dedans. À partir de là, il ne va plus observer seulement avec ses yeux, mais il sort des jumelles.
Il est clairement devenu un voyeur obsessionnel. Jusque-là, Jeff c'était encore un simple voisin à la fenêtre. Il voyait les gens le voyaient, rien d'anormal. Désormais, c'est plus un voisin, ça devient un prédateur qui chasse sa proie. Donc il veut voir sans être vu, et pour cela, Hitchcock le fait passer dans l'ombre. Et puis il se dit, les jumelles c'est bien, mais le téléobjectif c'est mieux, et il va donc vraiment pouvoir pénétrer dans la profonde intimité de ses voisins. T'es sûr du mot que tu utilises là ? Oui, non, mais le parallèle est clairement évident, d'autant que le rapport entre Jeff et Lisa crée depuis le début du film une forme de tension sexuelle. Le fait que la taille de l'objectif grandisse au fur et à mesure que l'obsession de Jeff et son excitation augmentent est clairement volontaire. Vous forgez des idées malsaines à propos de tout ce que vous voyez est insensé. Il a pas tort. Bref, il tombe sur Lars en train d'emballer un gros couteau et une scie, ce qui bien sûr ne va rien arranger aux soupçons. Sur ce, retour de Lisa. Non mais vraiment, qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Effectivement, ça reste un des mystères du film. Il est possible que pour elle, à qui tout semble réussir, un homme qui lui résiste, ce soit une sorte de défi à relever, mais ce n'est qu'un point de vue. Oui, j'en ai bien peur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant qu'ils sont en train de s'embrasser langoureusement, le Jeff, il n'arrive pas à sortir son obsession de la tête. Pourquoi un homme quitte-t-il son appartement et y rentre-t-il 3 fois dans la nuit portant une valise? Ça repart donc en engueulade, mais Lisa tourne la tête vers la fenêtre et voit Lars en train de fermer une grande malle avec une corde. Là, on voit dans les yeux de Lisa que le doute est en train de s'installer et le scénario de Jeff devient alors possible. Vous commencez à m'effrayer un peu. Jusque-là, Lisa essayait de détourner Jeff de ses obsessions pour qu'il s'occupe d'elle. À partir de là, elle va devenir sa complice. Il y a également 2 autres changements notables directement dans la scène suivante. Jeff, il devient joyeux et souriant. Il sourit parce que Lisa vient de valider son idée. Il peut donc pleinement laisser libre cours à son obsession. Il passe aussi du statut de voyeur à celui de détective et ça lui procure une forme d'excitation parfaitement lisible à l'écran. Quoi? Vous plaisantez? Non, et le second changement ? Eh bien, le second changement, c'est Stella, qui après avoir entendu Jeff contacter un ami policier, bascule elle aussi. Elle, qui jusque-là était la rigueur et la logique, grondant le voyeur, devient son experte médico-légale, imaginant des détails macabres sur la manière de découper et cacher un cadavre. C'est bien ça qui m'effraie. À ce moment-là, on voit très bien où Hitchcock veut nous emmener. Il nous montre que le voyeurisme est contagieux et qu'il arrive à corrompre même la personne la plus morale et rationnelle. C'est aussi l'entrée de Wendell Corey qui va interpréter Thomas, l'ami inspecteur de Jeff. Il va prendre la place que Stella a perdue dans le film, à savoir le rationalisme et la voix de la raison. Ce serait vraiment trop stupide de sa part de commettre un crime à la vue de 50 fenêtres. Mais Thomas, c'est un ami, il va quand même faire sa petite enquête. Jeff remarque aussi que le chien du couple aime bien creuser dans les fenêtres. C'est vraiment important ça ? Bah oui, j'en parlerai pas sinon. Thomas vient donc déjà faire un premier petit rapport. Le concierge et des voisins ont vu les Thorwald partir, mais vu que ça correspond à l'heure où Jeff s'était de nouveau assoupi, il n'y croit pas et il reste dans son idée. Je le prévoyais. À ce moment-là, dis-toi bien que l'obsession de Jeff n'est pas seulement policière, elle est aussi personnelle. Si Lars a bien tué sa femme, ça valide sa théorie comme quoi le mariage est forcément un enfer qui finit mal. Jeff, en fait, c'est pas un héros qui veut rendre justice, il veut prouver qu'il a raison de fuir le mariage avec Lisa. Prouver que sa peur de l'engagement, en fait, elle est légitime. C'est aussi pour ça qu'il refuse les explications les plus logiques de Thomas et qu'il est persuadé d'avoir raison. Bien sûr que j'ai raison. Ça, on va le voir par la suite. En attendant, il reprend sa petite surveillance de l'immeuble. Cette pauvre Miss Cœur Solitaire s'invente encore malheureusement un homme imaginaire et Lars rentre du pressing. Comme tous les soirs, Lisa arrive et Jeff va la débriefer. C'est le strict minimum. Il lui parle des bijoux qui sont restés dans l'appartement. À ce moment-là, on voit que Lisa a perdu une partie de sa lucidité. Elle se projette en Madame Thorwald, allant jusqu'à dire qu'elle ne partirait pas sans maquillage et bijoux simplement parce qu'elle ne le ferait pas. En oubliant complètement que Madame Thorwald, c'est une femme qui est malade et en conflit permanent avec son mari, et donc si elle arrive à quitter son appartement, les bijoux, c'est pas vraiment sa priorité. Regardez les choses en face. Et le Jeff, lui, il est tout content. Et oui, parce que Lisa est rentrée dans son monde, et pour la première fois, ils ne s'engueuleront pas, et Lisa va même décider de rester toute la nuit. Ça va enfin faire redescendre cette fameuse tension sexuelle. Oula, malheureux, non, rappelle-toi, on est en 1954, on respecte les bonnes mœurs au cinéma. Pas de sexe avant le mariage. Ah, dommage. Donc, Thomas revient, il indique avoir vu plusieurs témoins ayant vu Madame Thorwald. Oh, ne soyez donc pas stupide. Jeff et Lisa vont répliquer immédiatement que c'était une femme, mais sans doute pas Madame Thorwald, potentiellement la maîtresse dont on a évoqué l'existence au début.
Thomas indique aussi avoir fouillé la malle qui ne contenait pas un corps, mais uniquement des vêtements. Mais l'important dans cette scène, c'est pas ça, c'est que Miss Cœur Solitaire rentre accompagnée. Et oui, on pourrait croire une happy end, malheureusement. Bref, pendant l'espace d'un instant, Jeff et Lisa vont entendre les arguments de Thomas et vont même finir par fermer les rideaux pour la première fois du film afin de passer une petite soirée tranquille. Vous vous désintéressez de l'affaire. Mais un cri vient interrompre ce répit. Oui, et évidemment, à ce moment-là, tout le voisinage ouvre la fenêtre et constate que le petit chien est mort dans la cour. Miss Cœur Solitaire, qui apparemment est devenue experte médico-légale en animaux, annonce qu'il a été étranglé. Bah, comment elle peut le savoir? Bon, je suis désolé, je vais refaire mon casse-burn. Comme toujours. Oui, bon, ça va. Donc, en VO, elle dit son cou est brisé et pas il a été étranglé. Et tu vas me dire que c'est pareil. Effectivement. Eh ben, non. Étranglé, c'est volontaire. Le coup brisé, ça peut être accidentel. Par exemple, Jeff s'est brisé la jambe, il l'a pas fait exprès. Si Jeff s'était étranglé la jambe, là, ce serait volontaire. Quoi? Dans le fond, t'as raison, mais sur la forme... Oui, pardon, effectivement, je m'emporte un peu, mais les mots ont un sens, bordel. Bref, je te laisse découvrir ce que va dire sa maîtresse sur les relations humaines. Ça ne devrait normalement laisser personne indifférent, sauf ses voisins qui s'en foutent royal. Pas du tout. Oui, mais évidemment, le discours, il est fait pour le spectateur, pour lui rappeler qu'en ville, on peut crever à côté de ses voisins sans que ça provoque autre chose qu'une légère curiosité passagère. Dans le film, cet événement, il est bien évidemment présent pour que Jeff et Lisa repartent dans l'enquête. En plus, à ce moment-là, balayage complet de la cour, le spectateur constate que tout le monde est sorti pour regarder ce qui s'était passé, sauf Thorwald, qui devient donc forcément le coupable. Tout de même, il faut être un beau saligo pour faire une chose pareille. On ne peut être que d'accord avec ça. Le lendemain matin, nos 3 enquêteurs vont se réunir pour répondre à une seule question. Pourquoi Thorwald a tué le chien? Stella va lancer l'idée que Lars a découpé sa femme et planqué des bouts partout en ville, dont une partie sous les fleurs. Et vu que le chien creusait là, il devenait gênant. Il avait pourtant pas l'air agressif, le Lars. Non, là-dessus, on peut pas dire. Pendant que le trio échafaude des théories, Lisa propose pour la première fois de s'impliquer physiquement en allant voir ce qu'il y avait à l'endroit où le chien grattait. Jeff refuse à cause du danger et ils vont donc commencer par la classique petite lettre anonyme qui dit « Qu'avez-vous fait d'elle ?» Et Lisa va aller glisser la lettre sous la porte de Lars. Et le film bascule encore. Et oui, on est passé du voyeurisme passif à l'implication physique. Et Lars, en plus, c'est désormais que quelqu'un l'observe. Quand Lisa va revenir essoufflée et excitée par l'adrénaline, le regard de Jeff sur elle, il va changer. C'est plus une petite fille de bonne famille fragile, c'est devenu une enquêtrice de terrain. Elle a mis les pieds dans son monde à lui, et c'est ici que Jeff va réellement commencer à tomber amoureux d'elle. Et Stella aussi va s'impliquer physiquement. Oui, et Jeff va trouver un stratagème pour éloigner Lars de chez lui, laissant donc toute la place à Stella et Lisa pour aller enfin creuser dans le jardin. Il appelle aussi Thomas pour l'informer, mais en l'occurrence, il est sorti. À partir de maintenant, je vais spoiler la fin. Je te conseille une dernière fois de regarder ce film si tu ne l'as jamais vu, et donc d'arrêter la vidéo ici pour garder tout le suspense. Et alors, pour ceux qui sont restés, il y a quoi sous les fleurs? L'arme du crime, un morceau de corps? Il y a rien. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, rien? Non, rien. C'est décevant. Oui, pour Lisa aussi. Du coup, en fait, elle va passer par le balcon et rentrer fouiller chez Lars. Stella va, elle, rentrer chez Jeff. Et à ce moment-là, ils vont constater ensemble que Miss Cœur Solitaire est sur le point de prendre beaucoup trop de médicaments et appelle donc la police pour éviter un drame. Oh, mais attendez une minute. Mais Miss Cœur Solitaire va changer d'avis au dernier moment, dès que le compositeur va se mettre à jouer son morceau enfin achevé. C'est important ça? Pas forcément pour l'intrigue principale, mais ça vaut le coup d'en parler. Bien, très bien. C'est le moment où Lars va revenir. Jeff, qui est déjà en ligne avec la police pour Miss Cœur Solitaire, leur parle d'une agression car Lisa est encore bloquée chez lui. Et la police intervient pile poil au moment où Lars est en train d'attraper Lisa, qui est arrêtée. Elle est quand même rentrée chez quelqu'un qu'elle connaissait pas par la fenêtre, ce qui est pas forcément très malin. C'est vous qui n'êtes pas très malin. Dans ta face. Par contre, Jeff, il s'est fait repérer. Et oui, et c'est à ce moment-là que son ami Thomas le rappelle. Jeff lui explique ce qui s'est passé, et Thomas va aller au poste pour faire libérer Lisa. Et Lars, alors, il va pas se laisser faire. Non, pas exactement. Jeff entend bien des bruits dans son escalier et tente de se lever, mais sans succès à cause de son plâtre. Comme je te l'ai expliqué, Hitchcock, il voulait une ambiance hyper réaliste. Donc ici, il n'y a pas de musique d'angoisse, il n'y a pas de musique de suspense, c'est le silence qui domine. La seule chose qui va venir briser ce silence, c'est le bruit des pas. Dans cette scène, il y a vraiment une tension incroyable. Oui, on peut le dire. Ensuite, la porte de Jeff n'étant pas verrouillée, Lars va finir par rentrer. Dans cette scène, il n'y a pas que le son qui est absent, il y a aussi la vision.
Jeff et Lars y sont tous les deux plongés dans le noir, ce qui les met sur un pied d'égalité. C'est aussi le seul moment du film où Lars va s'adresser directement à Jeff. À ce moment-là, c'est plus une silhouette au loin, c'est un être humain à côté avec une conscience et une souffrance. Et Lars va demander à Jeff « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Mais Jeff y répond pas. Eh ben non, parce que cette question, ça la renvoie directement à sa propre culpabilité de voyeur. Oui, c'est vrai. Et puis baston. Oui, alors plus ou moins parce que Jeff, il est bloqué dans un fauteuil roulant avec un énorme plâtre, donc pour se défendre, il n'a que le flash de son appareil photo. Tu noteras bien sûr l'ironie d'utiliser la lumière comme seule arme de défense, lui qui a passé la plupart de son temps dans le noir. Jeff va changer les ampoules comme on recharge une arme, et à chaque coup de flash, l'écran va devenir orange pour le spectateur, imitant l'éblouissement de la rétine. Pourquoi? C'est un retournement de situation de la part d'Hitchcock, c'est pour placer le spectateur dans la peau de Lars et non plus celle de Jeff. Oh, si vous pouviez vous voir en ce moment. La lumière attire évidemment tous les voisins. Hitchcock à ce moment-là continue d'inverser la dynamique du film. Jeff passe de spectateur à spectacle. C'est lui qui est exposé, vulnérable et observé par tout le monde. Puis évidemment, Lars finit par le jeter par la fenêtre. Mon pauvre vieux. Quand Lisa arrive, Jeff lui dit « Je suis fier de toi ». Il aurait pu lui dire « Je t'aime », mais dire « Je t'aime », ça impliquerait une relation amoureuse. C'est tout ce que refuse Jeff. « Je suis fier de toi », c'est le chef qui félicite son soldat d'avoir réussi sa mission. Jeff confirme par là qu'il n'aime pas Lisa pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a fait. Leur relation n'est donc possible que parce que Lisa est entrée dans le monde de Jeff. L'inverse était absolument inenvisageable. Il a peut-être raison. C'est le moment de la libération. Lisa arrive évidemment en même temps que la police. Le monstre est démasqué. Le silence oppressant du film est définitivement brisé par le brouhaha de la foule qui s'accumule dans la... Mais c'est jamais montré ou dit explicitement dans le film que Lars a tué sa femme. Non, effectivement, si tu vis Hitchcock, tu n'auras jamais cette phrase, mais Lars a déjà avoué. De nombreux indices. Explique. Alors, après avoir écrit la lettre anonyme, quand Jeff appelle chez Lars et se fait passer pour un maître chanteur, Lars ne nie rien. Il dit juste en fait qu'il n'a pas beaucoup d'argent et il va au rendez-vous. Un innocent aurait jamais fait ça. Bien sûr que non. En plus, quand Lars arrive chez Jeff, il demande pourquoi Lisa ne l'a pas dénoncé à la police et ce que veut Jeff. Là aussi, c'est un aveu, d'autant qu'en plus, après, il essaye de le tuer. Oui, effectivement. Et le film va se terminer, comme il a commencé, par un tour du voisinage. On va retrouver Miss Cœur Solitaire chez le compositeur qui a enfin terminé son œuvre. Ah, ils sont ensemble ? Je l'ignore. Alors non, par contre, comme évoqué il y a quelques instants, la musique lui a littéralement sauvé la vie. Sans le dire, on comprend que la musique l'a fait sortir de la solitude de son appartement, de son fantasme de relation amoureuse parfaite pour lui offrir de vraies interactions sociales et une forme de paix intérieure. Ah, tu as trouvé ça. On voit ensuite le couple au chien avec un nouvel animal. Comme au début, on s'attarde pas dessus parce qu'il n'inspire toujours rien à Jeff. On voit ensuite les jeunes mariés qui s'engueulent. C'est vraiment la vision la plus cynique d'Hitchcock sur le couple. Le film ne se déroule que sur quelques jours et il montre déjà que toute la passion du début a très vite été remplacée par les exigences de la vie quotidienne. N'en parlons pas, c'est trop navrant. Et enfin, Miss Torso. Jeff a passé des semaines à l'observer en la prenant pour une femme légère et superficielle qui collectionne les prétendants riches. Et là, l'homme qu'elle aime arrive et on est très loin du riche mâle alpha fantasmé par Jeff. C'est un simple soldat, petit et sans grand charme. Et dès qu'il arrive, il repart directement dans la vie domestique. Exactement tout ce que ne veut pas Jeff. Vous êtes bien attrapé. Hitchcock nous redit que le voyeurisme ne donne pas la vérité, mais uniquement des préjugés. Et le film se termine aussi par une image très ironique. Jeff est en train de dormir le dos à la fenêtre, l'air heureux, mais les deux jambes dans le plâtre et donc de nouveau prisonnier. Lisa est à côté de lui en train de lire un livre d'exploration afin de continuer à lui plaire. Je ne le crois pas. Ah si, mais par contre, dès qu'il s'endort, elle va reprendre son magazine de mode. En fait, malheureusement, elle sait qu'elle doit faire semblant de cacher ses propres envies pour continuer de lui plaire et rester avec lui. Et voilà, j'espère vraiment t'avoir donné envie de voir ou de revoir ce film, peut-être avec un autre point de vue. En tout cas, si c'est le cas, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, ça m'intéresse énormément de le savoir. Ne soyez pas injuste avec lui, c'est un rude travailleur. En tout cas, merci infiniment si tu es resté jusque-là. La vidéo suivante, on repart sur une comédie. À la prochaine, salut l'équipe. Un de ces jours. Rentrez chez vous.